Et donc l'objet de cette conférence, c'est tout simplement de parler de ce magnifique livre qui nous apporte beaucoup, puisque comme vous le savez, c'est un procédé qui est pour nous, en tout cas, moi que j'ai découvert en ouvrant ce dossier sur le Covid. Et il m'apparaissait intéressant d'en parler ici, au sein du Parlement européen, parce que durant cette année de Covid, commission spéciale, puisque nous sommes partie prenante de cette commission, et mes collègues pourront en parler. Alors, effectivement, il y a une traduction, je vous remercie, il y a une traduction en anglais et en allemand. Durant cet 1 an et demi de commission d'audition, à aucun moment nous avons eu l'opportunité d'interroger des experts sur ce vaccin ARN messager. Vraiment. À aucun moment on a eu cette opportunité, alors que c'est une nouveauté et qu'en plus, nous apprenons au fur et à mesure de ces auditions que c'est un procédé, une technique qu'ils veulent développer. Donc je remercie vraiment Alexandra pour son merveilleux travail et aussi, on peut encore applaudir parce que toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui ont fait ce travail sont aujourd'hui encore attaquées, chassées, poursuivies parce qu'elles ne suivent pas le narratif dominant. Elles n'ont pas suivi la doxa. Et on le voit, je la félicite parce que c'est très courageux. On le voit tous les jours attaqué par tous les médias mainstream, par des soi-disant experts et médecins qui sont de l'autre côté. Et il faut du courage. Et vraiment merci parce que c'est pas évident. On perd des amis, on perd des fois aussi des membres de la famille. On se fait attaquer de toutes parts. Mais je sais qu'aujourd'hui, pour ta venue, tu as été vraiment bien encouragée. Déjà, on va en parler par rapport à ce livre qui est un succès. Donc félicitations parce que ça veut dire que les gens n'écoutent plus ces médias mainstream, n'écoutent plus ces soi-disant experts. Donc c'est un vrai succès pour la vérité, pour la liberté. Et je te remercie vraiment d'être venu ici avec nous pour continuer à porter ce message. Et je remercie aussi Christine d'avoir aussi parrainé cette invitation. Je vais lui laisser la parole. Et ensuite, nous avons ici aussi deux très bons journalistes de ligne droite que vous connaissez et qui nous ont permis aussi de nous exprimer librement. C'est vrai que moi, je préfère travailler maintenant avec ces médias qui nous apportent beaucoup et qui nous permettent, en fait, de continuer à colporter une autre idée, de débattre, parce que l'idée aussi de ces sujets, c'est de pouvoir se questionner, d'avoir des réponses, de débattre, de ne pas être d'accord sur des sujets. Et grâce à vous, on a pu continuer à colporter ces idées, ces interrogations. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christine et d'avance, je vous remercie. Yeah, thank you very much, Virginie, and thank you for organizing this. And I must say, it is a great pleasure to see you again. We met last year in, was it last year? Malmö. Malmö in Sweden. Yeah, it's been a year. Yeah. So, and it was a really great pleasure meeting you there. And I'm really delighted to have you here. I will keep it rather short today because I will say, at this point, I'm speechless. I'm left without words because despite everything that has been uncovered, despite all the evidence that is right in front of everyone now, they still continue feeding us their lies. Virginie already mentioned there is a COVID committee. It's a special committee, and it is supposed to evaluate lessons learned from COVID. And despite the fact that we have been able to turn this COVID committee upside down, and there's colleagues like Rob Ross, Ivan Sinčić, Christian Terhash, Francesca Donato, we all did what was necessary, and we uncovered so many things in this committee, despite their best efforts to not allow it, but yet we did. But the report that they put forward, the draft report, it really, as I said, adds insult to injury. On 56 pages, 18,460 words is what they used to repeat every single lie, every single one. And among 18,460 words, the word
adverse side effect is mentioned one single time, but not how you would think it is mentioned there, that they admit, yeah, there are adverse side effects, even severe side effects. None of that. The only time they mention adverse side effects is to admonish the EU Commission, the member states, and the pharmaceutical companies to more clearly communicate adverse side effects in a way that is consequential, stringent, more coordinated even, in order to, and that's the point they're making, in order to avoid the spreading of fake news. That's the only time they mention the term adverse side effect in this report. We will do everything we can to make amendments. We already have, and there will be a minority opinion. The problem is there's a minority opinion. We are only allowed to use 200 words. How do you debunk 18,460 words of lies with only 200 words? Well, you simply can't. And that's what they're aiming for. We aren't supposed to debunk it, and that's the point. On the lighter side, however, and that's really what I consider our job to be, I just read an article at Euractiv. There is a person in Belgium, and he filed a lawsuit against Ursula von der Leyen, and he's suing for moral damage since he took the vaccines and he felt that he had been lied to. The lawsuit has already been accepted by the court, and from what I read here is the judge will have to investigate, and Ursula von der Leyen's immunity may have to be lifted, and if so, it will be lifted. But the really, to me, good part about this is, it says in the article, and I read this to you, the person who is asking for 50,000 euros in damages decided to act after attending a conference organized last year at the European Parliament in Strasbourg by Identity and Democracy, MEPs Virginie Giron and Christine Anderson, notably addressing the side effects of the vaccine. He felt there was a problem with European democracy and the way Commission deal with that situation. So despite everything they're telling us, despite us hearing, there is nothing we can do. They're overriding us, they're overvoting us. No, there is something we can do. This is the proof. And if there's only been a single person, just a single person on this entire planet who has been moved from, this feeling overwhelmingly down. If we've been able to move just a single person into action, then everything we have been doing was worth it, well worth it. So I thank everyone who is taking the opportunity to fight back, because that's what we have to do. We have to fight back. So thank you for that, and I would really love to meet that person. So if that person hears me, please contact my office. I would like to meet you, definitely. So anyway, now we are here to listen to what Alexandra has to say. And it's been almost a year when I said last year that this mRNA shot campaign will be known as the biggest medical scandal ever in the medical history. But I also added, and I will repeat that today, it will go down as the biggest crime to ever have been committed on humanity. And Alexandra, with this book and her report now, will give us an idea that what I just said is absolutely true. Thank you very much. Merci Christine, vraiment tu as
parfaitement résumé la situation. On attend beaucoup maintenant de cet éclairage. Et donc, je laisse la parole à toi, Corentin, qui va animer donc. Alors, juste pour vous préciser, on a encore 1 heure devant nous. Donc, on va procéder maintenant en présentation du livre avec Alexandra. Il y aura une session de questions-réponses assez limitée et on finira par un cocktail. Merci Virginie pour cette invitation au Parlement européen. Merci d'accueillir aussi Alexandra Henrion-Coude qu'on connaît bien sur ligne droite parce que nous avons eu la chance donc de suivre cette politique de vaccination depuis plus de 2 ans avec vous. Vous êtes venu régulièrement nous dire où en était, où en était cette politique de vaccination. Moi, je voulais revenir déjà sur aussi qui vous êtes. Donc, vous êtes généticienne, vous êtes aussi spécialiste de l'ARN, on va en parler. Vous êtes aussi spécialiste international, en tout cas vous étiez considéré en tant que tel. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué avec vos positions, mais on va en parler aussi. Vous aviez donc vous étiez reconnu internationalement, vous aviez une position facile, on va dire, et aujourd'hui vous écrivez ce livre qui vous marginalise en fait de la communauté scientifique. Alors pourquoi vous avez ressenti cette nécessité d'écrire ce livre ? Alors j'aimerais tout d'abord remercier vivement, évidemment, Virginie qui a pris l'initiative de cette invitation et c'est vrai que c'est chouette. Je suis venue plusieurs fois dans ces murs, dans d'autres murs du Parlement européen sur les questions notamment de bioéthique en fait qui m'animent depuis longtemps. En fait, en tant que généticienne, la vie est évidemment une dimension passionnante sur laquelle nos technologies portent une certaine épée de Damoclès et il est urgent de pouvoir en discuter. Donc merci beaucoup Virginie de me permettre de revenir dans ces lieux et Christine qui fait partie effectivement de cette équipe qui au niveau international se mobilise. On est alors je vais m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à cette présentation parce qu'effectivement c'est celle des médias français. Que je suis marginalisée de la communauté scientifique. Pas plus tard que il y a 1 ou 2 mois, j'étais à Stockholm. J'ai reçu une standing ovation de la part de mes pairs. Et donc en fait, c'est une marginalisation médiatique, orchestrée, mais qui ose aller très très loin dans le bashing, à dire que globalement, pour un peu, je ne suis même plus avec mon titre de directrice de recherche de l'INSERM, que évidemment, comme c'est un concours que j'ai eu, même si j'en suis retraitée, je l'ai. Je ne suis presque même plus généticienne. J'ai entendu que j'étais ancienne généticienne. Donc en fait, ces journalistes osent vous retirer des titres de doctorat. Donc ça va vraiment très très loin. Bientôt, je ne serai même plus femme parce que je suis pas sûre que je mérite ce titre non plus. Donc voilà, donc alors je n'ai pas peur de ce bashing, vous l'avez vu depuis 3 ans, je n'en avais pas peur avant non plus puisque j'avais osé ces positions de bioéthique qui n'étaient pas forcément jugées consensuelles, mais en fait quel est le consensus? En tout cas, il ne peut pas être scientifique. S'il y a consensus scientifique, c'est de l'obscurantisme, car le consensus chez nous est preuve d'un refus de progrès et de nouvelles découvertes. Donc il est catastrophique et donc je vous demande d'être des grands militants contre le consensus scientifique qui voudrait que finalement la science s'immobilise et que tout le monde soit d'accord. Non, la science n'est pas une religion, au contraire, elle a l'habitude de tâtonner, de réfléchir et elle sait, parce qu'elle est humble, en tout cas quand elle est véritablement scientifique, que les réalités qu'elle émet un jour sont le constat de ce qu'elles peuvent savoir à un temps donné de notre existence et qu'elles sont appelées à évoluer au fur et à mesure que d'autres technologies, d'autres connaissances, d'autres esprits brillants apporteront des hypothèses, des théories qui permettront que la science soit toujours en mouvement. Je vous demande de militer pour cette science en mouvement et non ce refus des laboratoires pharmaceutiques de nous immobiliser dans une technologie. Voilà, ça c'est pour un préambule un peu long. Et du coup, j'en ai oublié ta question.
Pourquoi la nécessité d'écrire ce livre aujourd'hui ? Alors la nécessité d'écrire ce livre, elle est assez simple. Elle est de mobiliser essentiellement parce que des milliards d'individus ont été injectés avec de l'ARN messager, donc avec une information génétique qui plus est totalement artificielle, donc artificielle par cette protéine qu'on force le corps à produire, artificielle par le code génétique qui est utilisé et qui est aussi artificielle par la capsule lipidique qui l'entoure, et on force ainsi des milliards d'individus à s'injecter avec quelque chose de totalement expérimental, puisque aucun des vaccins à ARN messager n'a jamais vu le jour en tant que produit sur le marché. Donc, contrairement à ce qu'on nous a dit sur les cancers, sur tout cela, il n'y avait jamais eu de produit développé au point d'être sur le marché. Quand il y a des milliards d'individus injectés avec quelque chose d'expérimental, pour moi, la chose la plus élémentaire, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu au minimum. Enfin, ça serait mieux de les prévenir avant. Donc là, j'espère qu'avec ce livre, ils seront prévenus avant si jamais on leur propose d'autres produits ARN messagers. Et ça, j'ai remarqué en questionnant beaucoup, j'ai beaucoup parlé à des gens, que personne n'avait compris. Quand je vous dis personne, c'est ni les journalistes, alors ça certainement pas eux, ni les médecins qui injectaient, ni les patients, les personnes, les individus sains qui recevaient ces vaccins. C'est un gros problème que de se lancer dans une expérience humaine de cette envergure sans que personne n'ait compris le but du jeu, l'exercice. Enfin, il entend un but et puis ce but, il passe son temps à échanger, tous protégés, tous vaccinés, n'est-ce pas? Ah ben non, finalement, non, c'était pas la protection, c'était empêcher de contaminer. Ah ben non, c'était pas empêcher de contaminer, c'était empêcher de réattraper le Covid. Ah ben non, c'était pas empêcher de réattraper le Covid, c'était les formes graves. Alors donc ceux qui sont décédés des vaccins, c'est donc d'une forme légère. Oui, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, donc on voit bien comment le narratif a passé son temps à évoluer. Et donc, premièrement, expliquer aux gens ce qu'est notre patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, je l'explique dans ce livre, il est fait d'ADN et d'ARN. Le deuxième aspect, c'est parce qu'il fallait dire que c'était un échec, cette technologie ARN messager. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucune critique de mes pairs scientifiques sur ces aspects que je suis en train de vous décrire ici, en disant que ça n'avait jamais abouti à un produit. D'ailleurs, même M. Bourla l'avait dit d'ailleurs dans le Washington Post en mars 2022, et pareil, je le cite dans mon livre. Donc, M. Bourla étant le patron de Pfizer. L'échec, il est qu'il a créé, et non seulement il n'a pas empêché donc cette propagation, épidémie, appelez ça comme vous voulez, pandémie de Covid, mais ça aussi on pourrait revenir dessus très largement, mais ça n'est pas le but du sujet, parce qu'en fait je suis plus tournée vers l'avenir, et l'avenir veut nous injecter de plein d'ARN messagers, et de tous ces décès, ces victimes et ces décès. Donc quand je dis c'est un échec, c'est non seulement un échec sur la vocation initiale du produit, mais c'est un échec sur tout ce qui est effet sur la santé, puisqu'il y a mise en danger de l'individu. Et donc là où je rejoins finalement ce que Christine vient de dire, c'est que finalement, en juillet 2020, j'avais alerté en disant « c'est une folie » que d'injecter une population saine avec de l'ARN messager. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons eue, je dis c'est un crime de continuer à injecter avec de l'ARN messager et de continuer à prévoir d'autres injections pour d'autres maladies avec ces ARN messagers. Donc effectivement, voilà, c'est une évolution dans le discours, et cette évolution, elle est motivée par l'observation, par les faits que je partage dans ce livre.
Voilà, le dernier aspect pour lequel je partageais ce livre, c'est aussi parce que... alors, attendez, j'avais un dernier aspect. Alors, je ne sais pas, pardon, je n'arrive même plus à me relire. C'est un échec, donc tout le monde a le droit de savoir, personne ne savait, c'est un échec. Et oui, troisième aspect, c'est qu'il continue. Et quand je dis il continue, c'est que en 2030, il prévoit toute une batterie de plein d'ARN messagers pour tout un tas de maladies, qu'elles soient infectieuses ou pas infectieuses, ça n'est pas le problème. Et c'est pour cela que j'espère que ce livre dont le succès motive le fait que l'éditeur le traduit dans toutes les langues, c'est important de le savoir, il est en cours de traduction dans les différentes langues, va permettre d'avoir les débats que nous n'avons pas eus. Et du coup, je l'espère, d'arrêter, premièrement, d'injecter de l'ARN messager à tout bout de champ, et donc de reprendre le temps normal de toutes les expériences, et puisque c'est un échec, de savoir reconnaître les échecs d'une technologie. Deuxièmement, de cesser ce chantage odieux d'une vaccination obligatoire déguisée. Ils n'arriveront plus et ce n'est pas une question d'antivax ou pas d'antivax. Je constate que des jeunes me disent qu'ils se sont vaccinés pour pouvoir continuer à aller à la salle de sport parce qu'ils étaient grands sportifs, qui, voyant les effets sur eux-mêmes, ne veulent plus jamais entendre parler du moindre vaccin. Ça n'est pas de notre fait. C'est ce qui arrive. Donc, nous arrivons dans une nouvelle ère et donc c'est important. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Mon espoir, c'est aussi que ce livre permettra que nous réfléchissions ensemble sur comment soigner les victimes. C'est-à-dire que ensemble, tous les médecins, les scientifiques, nous nous mettions autour de la table en disant maintenant qu'il y a des victimes, comment on fait pour les soigner ? On ne peut pas considérer que ce soit une fatalité, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Donc pour moi, il y a des solutions, c'est à nous de les trouver. Deuxièmement, que effectivement, ce soit un moyen d'admettre qu'il y a ces effets secondaires et donc de demander justice, mais vers qui se tourner, puisque ce n'est pas les laboratoires pharmaceutiques et parce que ce n'est pas non plus les gouvernements et parce que finalement, mais vers qui se tourner. Donc ça, c'est un aspect qui est les suites que j'espère à ce livre. Voilà. Un peu long. Valentin Schirmer. C'est toi qui appuies sur le bouton. Non. Ah, génial, extraordinaire. Oui, effectivement, c'est un livre extrêmement important, extrêmement pédagogique, il faut le dire. C'est un sujet qui est très pointilleux, mais qui est vraiment très accessible. Moi qui n'ai pas de parcours scientifique particulier, j'ai réussi à peu près à tout comprendre. J'aimerais quand même qu'on revienne avec vous, Alexandra, sur le sujet central de ce livre qui est l'ARN, puisque c'est un composant mal connu du corps humain qui a été découvert assez récemment, utilisé assez récemment dans la médecine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que, alors certes, sur les vaccins, il est parfaitement inutile, voire dangereux, mais il a d'autres, c'est ça qui est encore plus dommage, si vous voulez, pour le débat scientifique, c'est qu'il a d'autres vertus et d'autres utilités pour la médecine et pour la recherche qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent être obnubilées ou en tout cas évincées par le sujet du vaccin. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur qu'est-ce que l'ARN, comment il fonctionne, et puis évidemment, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon et de mauvais ? Merci pour cette question. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai partagé ce livre pour expliquer ce que c'était que le patrimoine génétique. Notre patrimoine génétique, c'est du coup, par nos connaissances sur notre patrimoine génétique, c'est aussi l'accès à des outils de diagnostic. Plus on connaît de choses sur notre ARN, plus on est capable de préciser des choses. Et je prends quelques exemples dans mon livre, notamment de petits enfants qui avaient un cancer non étiqueté. Et puis, grâce à l'ARN, on a pu identifier, en analysant leur ARN, on a pu identifier un peu plus des anomalies que nous connaissions par ailleurs et donc proposer un traitement pour ces enfants. Bon, voilà, ça c'est un exemple de comment utiliser l'ARN de façon positive. Les autres exemples que je montre, c'est pour montrer que il y avait en 20 ans, si l'ARN messager avait été un succès,
il y avait la possibilité d'en faire un médicament et de le mettre sur le marché. Parce que je prends l'exemple de 10 médicaments, de plusieurs médicaments à ARN, pas ARN messager, qui pendant ce temps ont pu être développés et mis sur le marché dans un créneau normal et non accéléré. Après, je n'ai pas d'avis sur je n'émets pas d'avis sur ces médicaments ARN, mais je constate que quand on veut faire les choses dans le temps et que les phases s'enchaînent avec succès, il y avait moyen que se passe la même chose avec l'ARN messager si ça avait marché. Sauf que quand la crise Covid arrive en mars 2020, le lapsus est assez révélateur, je vous dirai pourquoi. En mars 2020, eh bien, aucun des essais cliniques d'ARN messager n'avait dépassé la phase 2. Ce qui est un échec cuisant, puisque effectivement, en 20 ans de recherche, c'est un très mauvais rendement. Donc, je trouve que c'est important en science qu'on puisse se dire, voilà, il y a des choses qui semblent prometteuses. C'est vrai que c'était intéressant, cet ARN messager, etc. Mais force est de constater que c'est un échec et que c'est certainement pas cette vaccination Covid qui a montré un succès. Alors, on m'oppose le succès en me disant, oui, mais des milliards d'individus ont été injectés. Ça, c'est un succès business. Ça, c'est un succès administratif d'avoir forcé des pays à injecter des populations. Ça, c'est un succès de manipulation des populations à prendre un produit dont ils ne savent rien. Mais ça n'est donc à traiter finalement les individus comme des cobayes. Mais ça, si on peut appeler ça un succès, personnellement, je n'appelle pas ça un succès. Mais en tout cas, s'ils ont réussi quelque chose, c'est dans ces 3 domaines-là. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à traiter le mal qu'ils voulaient traiter. Un autre trait important dans le livre qui peut forcément inquiéter, c'est cette histoire de transmission de l'ARN messager à la génétique. Et évidemment, ça peut se retrouver, en tout cas le vaccin peut se retrouver dans les fluides corporels et même jusqu'à se transmettre à ses enfants. Alors, comment c'est possible et surtout, comment ça se fait que c'est un fait qui est aussi peu médiatisé? C'est une question provocatrice. C'est une très bonne question. C'est une des nombreuses questions extrêmement douloureuses. Nous avons donc dans ces fioles bien caractérisé l'ARN messager. Nous avons bien vu que cet ARN messager était d'ailleurs extrêmement robuste et stable, même si les instances européennes ont accepté jusqu'à 55% de dégradation de ce produit, ce qui est tout à fait inconcevable. Et nous avons trouvé des traces d'ARN messager et même un passage, comme tu le dis, dans les ce qu'on appelle les fluides corporels, donc les liquides qui sortent, par exemple le liquide du lait maternel. Donc nous avons plusieurs équipes ont pu montrer cela en prenant du lait maternel et en trouvant l'ARN messager. Pfizer avait cependant rapporté aussi des anomalies qu'ils avaient constatées en parlant d'une couleur anormale bleu-vert du lait maternel. C'est dans leurs documents, tous ces documents que nous n'étions pas censés voir pendant 75 ans et 4 mois, dans une transparence totale, bien entendu, une transparence dans 75 ans. Voilà. Donc du coup, on est dans une situation très préoccupante d'avoir cet ARN messager qu'on retrouve partout et pareil, au niveau placenta, etc., personne n'a vraiment suivi ni documenté ce qu'il advenait de ces produits. Encore une fois synthétique. À partir de là, on a pu aussi doser la protéine. Donc, il faut comprendre que l'industrie pharmaceutique a bougé leur usine de production dans votre corps, dans notre corps, en faisant ainsi que l'ARN, l'instruction génétique, allait nous faire produire la protéine
qui devait nous faire produire les anticorps. Donc, ayant bougé le curseur sur le fait que nous étions des usines à produire la spike, on a pu constater dans différentes études, j'aime bien cette étude sur les jeunes, qui montre que des jeunes hospitalisés pour myocardite, lorsqu'on dose dans leur sang la protéine spike, donc celle dont nous recevons l'instruction génétique par les 10 vaccins, eh bien, ceux qui avaient des myocardites et qui étaient hospitalisés produisaient des niveaux de spike importants, contrairement à des personnes vaccinées, non hospitalisées, avec myocardite. Donc, on voit là aussi, encore une fois, une différence de comportement, mais surtout le fait qu'on est bien des usines et que quand on produit trop de spike, c'est pas bon signe. Donc, maintenant, on commence à voir comment ça va impacter les générations futures. Il y a tout lieu de penser que cet ARN messager circule beaucoup plus que nous le pensions. Pourquoi je dis cela? C'est que non seulement les petites soucoupes lipidiques qui contiennent l'ARN messager ne restent pas dans le muscle, comme on vous l'a dit, mais sont retrouvées dans les ovaires, dans les testicules, dans le cerveau, par exemple, entre autres organes. Et qu'à partir du moment où elles vont dans des ovaires ou dans des testicules, il y a la possibilité qu'elles rentrent aussi dans les cellules qui vont être des cellules qui vont permettre de faire un enfant, les ovocytes et les spermatozoïdes. Donc on a cette difficulté sur laquelle personne n'a communiqué en disant mais finalement nous sommes modifiés génétiquement dès lors que nous recevons un ARN étranger. Donc le problème de l'intégration, j'ai envie de dire, dans le noyau est secondaire. Dès lors que vous intégrez une information génétique comme un ARN dans la cellule, vous avez une modification génétique. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais que nous discutions, parce que c'est juste fondamental. L'autre possibilité, c'est qu'effectivement, à quel point ça devient pérenne, c'est-à-dire ça va être de génération en génération. Nos ARN, on sait qu'on les passe pendant quelques générations, mais on ne sait pas exactement combien de générations, on ne sait pas encore. Donc, vous voyez, tout est encore à étudier. Ça, je parle des ARN naturels. Maintenant, s'il intègre l'ADN, c'est une possibilité. À ce moment-là, effectivement, il modifie de façon durable l'espèce humaine. Comment est-ce qu'il ferait ça? Il y a deux façons. La première, c'est qu'effectivement, il soit recopié en ADN, puis rentre dans le noyau et intègre notre génome. Et voilà, la modification pérenne. L'autre possibilité étant quand même une surprise que nous avons eue, nous, dans la communauté scientifique, d'un article qui a montré que l'ARN messager de Spike, en tant qu'ARN, avait la capacité de rentrer dans le noyau. D'habitude, un ARN, pour nous, un ARN, il ne va pas rentrer dans le noyau, il va rentrer en ADN, mais jamais en ARN. Donc là, on a cette possibilité qui est aussi ouverte, et on ne sait pas non plus de quelle façon cet ARN messager de Spike, une fois qu'il est dans le noyau des cellules, et il faut comprendre que le noyau des cellules, c'est vraiment le disque dur, c'est un des deux disques durs parce qu'on a aussi nos petites mitochondries, mais c'est le chef central, la banque centrale de nos cellules. Voilà. Oui, je crois que pour prendre une métaphore que vous prenez dans le livre, si j'ai bien compris, je parle sous votre caution, l'ADN, si le corps humain est un ordinateur, l'ADN est le disque dur qui stocke toutes les informations et l'ARN serait les circuits qui justement font circuler les informations et qui peuvent donc forcément infiltrer l'ADN. Absolument. Bon, ça va, j'ai bien compris. J'ai aussi... Parce que j'utilise beaucoup d'images dans mon livre et dans différents répertoires afin qu'effectivement les cerveaux comprennent ce qui n'est pas facile quand même à comprendre. Effectivement. Et puis, vous parlez aussi également dans votre livre, et je crois que vous concluez par ça, d'ailleurs vous concluez par ça, sur
cette puissance de Big Pharma, donc de ce laboratoire pharmaceutique, qui, vous rappelez d'ailleurs, 3 choses essentielles. D'abord, le prix exorbitant du vaccin, et donc on pourra peut-être y revenir, les condamnations multiples auxquelles ils ont fait, dont ils ont fait l'objet. Alors on parle donc même pour Pfizer des opioïdes aux États-Unis, et effectivement. Et puis la dernière chose également, c'est que vous parlez les essais, vous l'avez déjà parlé, les essais du vaccin ne sont toujours pas terminés. Alors comment vous expliquez qu'au niveau gouvernemental, on ait pu adhérer à cette idée de commercialiser des vaccins sans jamais ressortir de les phases de test? C'est quand même assez inouï dans l'histoire. En fait, j'ai une ébauche d'explication, en tout cas en France, parce que notre ministre de la Santé a expliqué que la phase expérimentale était terminée. Donc effectivement, si jamais je reprends sa phrase que je trouve quand même intéressante, c'est que donc le 2 juillet 2021, il nous expliquait qu'une des fake news qu'on entendait, c'était que le vaccin serait encore en cours d'expérimentation, et lui de dire c'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois, elle est validée. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Alors évidemment, c'est sûr que si jamais vous êtes sur un tel narratif de phase 3 terminée depuis des mois, validé, etc., je pense qu'effectivement, j'imagine, et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, bien forcément, et que ça se déroule au mieux, vous pouvez y aller, j'imagine qu'on peut y aller. Enfin, donc en fait, si je me mets à la place du gouvernement, puisque ils ont ce narratif-là, alors après, il y a un moment où va falloir enquêter, parce que moi je ne fais que relater ce qui nous a été dit, et je suis très embêtée parce que cela correspond pas à la réalité. C'est donc un mensonge, et donc dès lors qu'il y a un mensonge, comment on fait? Moi ça échappe complètement à mes capacités de scientifique. Donc moi, je ne peux que rapporter ce qui ne va pas. Donc pourquoi les gouvernements, en tout cas le gouvernement français, a continué? Peut-être parce qu'ils croyaient que la phase 3 était terminée, je ne sais pas. Il faut leur demander à eux. Voilà, je pense que, on sait qu'il y a eu des énormes pressions, des énormes pressions financières, pressions politiques, et on sait surtout, ce qui me semble important, c'est que cette crise nous a fait dérailler le train d'un cursus de gestion sanitaire en tant que problème de santé, en tant que problème de science et de médecine, et qu'il a été géré d'une façon politique, avec des mesures qui n'avaient rien de scientifique. Donc je pense que les vaccins à ARN messager, ces injections géniques, n'ont pas échappé à cet aspect-là. Alexandra Orion-Coute, donc on l'a dit, votre livre Les apprentis sorciers est un véritable carton. Vous avez été victime d'une campagne de bashing médiatique. Il y a eu plusieurs articles sur le fameux business des complotistes. Et pourtant, vous l'avez dit, aucun scientifique n'a remis en cause ce que vous dites dans ce livre. Alors comment vous pouvez l'expliquer? Et aussi, comment vous expliquez qu'il y a une certaine partie des scientifiques aussi qui pensent comme vous, mais qui n'osent pas le dire aussi? Donc, alors, il y a eu une remise en cause très, j'ai envie de dire, marginale sur des petits détails en disant, oh là là, elle utilise cette étude qui est publiée dans Virology, mais alors il y a l'autre étude où ils ont fait que 22 patients. Enfin, évidemment, c'est des troubles neurologiques très graves, donc forcément, il n'y avait pas beaucoup de patients. Enfin, donc il y a eu des petites critiques, mais pas sur l'essentiel du message, qui est que finalement, cette technologie ARN messager n'a jamais débouché autre chose que sur l'échec, et que cette campagne-là aussi a été un échec. Donc sur ces aspects-là, je n'ai pas été critiquée, en tout cas pas pour le moment, et pourtant, comme vous le dites, le traitement médiatique, vous le comprendrez aisément ici, a été proportionnel, à mon avis, au succès
est proportionnel au succès de ce livre. Donc il est d'une rare violence et c'est une violence qui s'exerce sur moi, sur ma famille et sur toute personne me relayant. Quelqu'un qui a voulu émettre un avis positif à la FNAC, qui était un avis relativement posé en disant que c'était un très bon livre, s'est vu refuser son avis comme étant sortant de la politique de la FNAC. Quelqu'un sur LinkedIn a voulu me dire que c'était un bon livre et qu'il fallait le lire, mais vraiment n'allant pas plus loin que cela, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu le début du post et il s'est vu suspendre de LinkedIn pour avoir osé partager cela. Donc, c'est une opposition assez colossale du système. C'est une opposition que je ne suis pas seule à vivre parce que elle s'est déplacée aussi sur mon éditeur, que je remercie beaucoup, Albin Michel et Versilio, d'avoir dit il faut quand même que des opinions diverses puissent s'exprimer. C'est une pression qui a été exercée sur mes distributeurs. Il y a eu des fact-checking sur eux, donc notamment sur la FNAC, et puis pour maintenant les libraires aussi ont une pression d'un journal qui se targue quand même d'avoir été toujours dans une liberté d'expression totale. Je veux parler de Charlie Hebdo, qui donne des leçons aux libraires de ce qu'ils ont le droit d'accompagner et de ce qu'ils n'ont pas le droit d'accompagner. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. C'est que pour moi il y a quelque chose d'un peu historique au-delà de ma simple personne et du sujet de mon livre. Il y a quelque chose d'historique dans cette intimidation collective de grandes institutions, de grandes maisons dans l'accompagnement qu'elles ont d'une certaine neutralité et qui me semble tellement importante pour la démocratie. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, vous avez répondu, mais aussi notamment sur les scientifiques. Vous dites qu'il y a des scientifiques qui vous soutiennent, mais qui alors les subissent des scientifiques, pressions effectivement, il y a ceux qui depuis le début, qu'on connaît notamment, qu'on a rencontrés, ceux qui depuis le début sont très embêtés de ce qui se passe, et on fait des zooms depuis le début. Après, quand on a pu se rencontrer, on a fait des congrès très vite. Là, je parle de quoi? Je parle tout simplement du plus grand mouvement que la médecine et la science moderne n'aient jamais vu. C'est-à-dire un nombre de signatures très impressionnant finalement de centaines de milliers de médecins et de scientifiques qui, sur différentes pétitions, à savoir notamment la déclaration du Great Barrington, mais aussi de la Medical Crisis Declaration, qui disait il faut arrêter ces campagnes vaccinales, etc., se sont mobilisés d'une façon du jamais vu. Donc jamais on a vu autant de scientifiques et de médecins être d'accord sur un texte à signer. Donc ça, c'est la partie que vous ne voyez pas du tout, parce qu'on ne vous la présente jamais, mais c'est la réalité. L'autre aspect, c'est quand il y en a qui essayent quand même de parler, il y a des collègues qui ont essayé de parler du livre, ils témoignent de façon anonyme, parce qu'ils ont peur des représailles. Donc il y a un très bon article notamment sur Doctissimo, sur les apprentis sorciers, et qui vous montre, en plus il est vraiment dans une ouverture d'esprit, à la fois il est d'accord avec moi et à la fois il n'est pas d'accord sur certains points, donc le bonheur absolu, parce que c'est comme ça qu'on avance. Il, en revanche, lui, témoigne de façon anonyme parce qu'il a peur des représailles. Voilà, c'est là la situation un peu paroxystique, et moi je dis... Si jamais les médecins là, ne sont pas capables de monter au créneau en disant « on nous a menti, on nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps », c'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite, c'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle, c'est faux. On nous a dit qu'on allait injecter que 2 fois l'ARN messager, ces doses, c'est faux. On nous a, qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre?
On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. Et on nous a dit qu'ils protégeraient du Covid. On nous a dit, et ça, c'est aussi faux. Autrement dit, ces médecins se sont retrouvés à injecter massivement un produit expérimental alors qu'on leur avait menti. On nous a dit que la phase 3 était terminée. C'est faux. On a découvert entre-temps qu'elle n'était pas terminée. Et donc ces médecins ont le droit et ont pour moi l'obligation déontologique à partir de ce livre de dire on nous a menti sur ces injections ARN messager. Donc on sait que les suivantes, ce sera la même chose, puisqu'on ne peut pas capitaliser sur l'échec qu'on dit succès de cette injection sous prétexte qu'elle a été injectée sur des milliards. Et à partir de là, je considérerai que j'aurai fait mon travail. L'essai sera transformé. Merci Alexandra Orion-Côte. Virginie, je vous laisse conclure, puis après on va passer aux questions. Oui, merci beaucoup Alexandra. En fait, tu confirmes ce que nous vivons depuis 2 ans et demi. C'est en fait la non-connaissance de cet ARN messager. Et grâce à toi, tu nous ouvres l'esprit. Et je rappelle quelques chiffres quand même. Tu as parlé de phase 3, mais en fait, on s'est rendu compte que cet ARN messager, on ne dit pas vaccin, mais cette injection, il faut se rappeler qu'elle est sortie en moins de 12 mois. En moins de 12 mois, ils ont réussi à faire les 3 phases. Donc, ce qui veut dire, effectivement, tu l'as bien souligné, en phase d'expérimentation. Je vous rappelle 3 chiffres très importants. C'est même 10 mois. Voilà. Entre la feuille de route de l'OMS et la sortie en pharmacie, c'est 10 mois. 10 mois, alors que normalement, c'est entre 10 et 15 ans. Normalement, c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, c'est même pas moi, c'est sourcé. Donc les chiffres importants, c'est quoi? 71 milliards d'euros, contrat d'achat de vaccins, pour 4,6 milliards de doses. On est 445 millions d'Européens. Aujourd'hui, il y a eu en Union européenne moins d'1 milliard d'injectés. Et la problématique que nous avons vue depuis le début, il n'y a pas de choix. Les citoyens européens n'ont eu que de choix d'accéder à l'ARN messager. Alors c'est vrai qu'au tout départ, au tout début de la crise, on a eu accès au Janssen. Mais tous les rappels étaient normalement avec de l'ARN messager. Donc j'ai quand même une question pour conclure, avant le cocktail et aussi, la Fondation a l'honneur de vous offrir et dédicacer par Alexandra ce livre. C'est finalement pourquoi ce matraquage, pourquoi cette volonté de tous nous faire injecter avec ce nouveau système de vaccins. Parce qu'effectivement, ça aussi, on l'a vu dès le départ, pas d'accès à d'autres vaccins, comme notamment on aurait pu ouvrir le marché aux vaccins chinois. Et aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, ce n'est même pas dans le rapport que nous avons là en lecture, puisque c'est un dossier de quelques pages où, pour résumer, c'est une ode à la vaccination, mais une ode à la vaccination ARN messager, ce qui laisse présager pour l'avenir une volonté de continuer et de développer ce système dans tous les autres vaccins. Tu as une idée alors pourquoi ils veulent tous nous faire passer par l'ARN messager? Big business. Alors moi, je vais être factuelle parce que je trouve que c'est très important de toujours être factuel. Et donc, je vais laisser ce mot à Monsieur Bourla, PDG, directeur général de Pfizer. Non. Alors, non, il dit pas le mot argent, c'est plus subtil. La technologie ARN messager n'a jamais délivré, donc je cite, n'a jamais délivré le moindre produit jusqu'à ce jour, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. Et en parlant des scientifiques de son groupe, il ajoute « J'ai été surpris quand ils m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre. » Et de conclure « J'ai suivi mon instinct qui me disait qu'il savait ce qu'il disait. » Je vous laisse conclure sur la nature de son instinct. Instinct de businessman, sans doute. Merci beaucoup.